Bonsoir à tous. C'est à moi de dire la bienvenue, mais c'est un peu bizarre parce que je ne suis pas chez moi. Merci à Rénal Tièche et à Isabelle Burger de nous accueillir ici dans ce bateau croisière. Donc on fait partie de l'équipe du musée Vaudou. Donc je suis Adeline Beck, je suis administratrice du musée. Et voilà, on est super content de pouvoir tenir cette conférence ici dans le bateau croisière. C'est une grande première. Et c'est dans le cadre de l'exposition qui a lieu en ce moment au Château Vaudou, qui est Pirogue Tojivu. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pu aller la voir, mais vraiment je vous invite à y faire un petit tour. On expose une vingtaine d'énormes pirogues et de crocodiles sculptés, qui sont des pièces magnifiques qui appartiennent à la collection de Marc et Marie-Luce Arbogast, qui sont aussi avec nous ce soir. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vous invite juste à éteindre vos téléphones portables. La croisière va durer à peu près 1 heure. On va garder un petit temps de questions aussi si vous avez des questions sur la thématique. Et je suis donc à côté de Kéfil Oussou, qui est guide conférencier au musée. Il va nous parler de la thématique de l'eau dans le vaudou. On aura encore 4 autres conférences, dont 2 qui auront lieu dans des bateaux. Et voilà, c'est lui qui commence, c'est la première conférence de l'année. Et voilà, sans plus tarder, je te laisse la parole. On revient tout juste du Bénin, hein, on est rentré dimanche soir. Donc c'est tout frais, vous pourrez aussi nous poser des questions sur notre voyage. À tout à l'heure. Merci. Alors, je me présente, c'est Kéfil Oussou, je suis béninois, je travaille au musée et je fais partie de l'équipe du musée Vaudou. Et en fait, la conférence d'aujourd'hui, la thématique est arrivée toute seule en fait. Et je l'ai proposé à Adeline qui a dit bon, on va là-dessus. Et puis, tout ce que je vais vous dire, c'est une part de vécu aussi. L'eau qui est un élément prépondérant dans le vaudou, mais dans la vie de nous tous. Donc, forcément, il y aura des thématiques, enfin, il y aura des choses qui sont du vécu, il y aura aussi du partage. C'est le but aussi de cette conférence. Pour moi, c'est une conférence, mais enfin, c'est un moment de partage. Donc, de temps en temps, je vous renverrai un peu la balle si vous voulez bien, qu'on échange un peu durant toute la croisière. Je trouve que je ne vais pas me retrouver tout seul. Donc, voilà. Donc, alors, si nous devons parler de l'eau, de la thématique de l'eau dans le vaudou, je pense qu'on ne peut pas sauter de plein pied dans le concept de l'eau dans le vaudou. Moi, je pense que je vais remonter un peu. Nous tous, nous connaissons l'eau, nous vivons avec de l'eau, nous buvons de l'eau, tout ce que nous faisons tourne autour de l'eau. Sans l'eau, nous ne pourrons pas vivre. Alors, donc, du coup, je vais remonter, disons même à l'Antiquité, avant de parler du vaudou, etc. Même si dans le vaudou, on estime que le vaudou est né avec l'Antiquité, avec la vie, etc. Mais voilà, on est en Europe et je pense qu'il faut adapter un peu le discours aussi pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Alors donc, si je remonte à l'Antiquité, déjà l'eau, le concept de l'eau, que ce soit le concept de l'eau, que ce soit l'eau ou d'autres concepts, chaque société a sa définition des phénomènes de la nature. La manière dont les Européens vont définir un phénomène ne sera pas de cette même manière que les Asiatiques, etc. Donc quand on remonte dans l'Antiquité, par exemple, l'eau revêt d'un caractère beaucoup plus spirituel. Par exemple, dans la Bible, il y a l'allégorie de Noé, où l'eau est venue, l'eau a purifié la terre du mal, etc. Et depuis l'Antiquité, l'eau revêtait déjà ce caractère sacré. Si vous allez en Inde, par exemple aussi, le Gange, qui est le fleuve sacré, les Indiens jettent des cendres de leurs morts pour qu'ils atteignent le nirvana. Ça, c'est d'autres sociétés qui interprètent justement la conception de l'eau autrement. Quand on descend un peu, même ici en France, en Occident, dans les régions chrétiennes, il y a le concept de l'eau bénite dans les églises, etc. L'eau qui guérit. Pareil chez les musulmans, en Orient.
chez les musulmans, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour faire une prière, il faut se laver normalement. Vous vous lavez, au pire, vous ne vous lavez pas, vous faites l'ablution. Donc, l'eau est présente dans toutes les régions du monde, mais la manière dont on l'apprécie est un peu différent. Toujours est-il que, si on prend toutes ces régions du monde, il y a 3 caractères qu'on retrouve dans l'eau. Il y a le caractère rajeunissant, purifiant aussi de l'eau. Il y a aussi ce caractère sacré qui permet l'élévation de l'homme. Donc, purifiant, on peut purifier l'âme aussi avec l'eau, on peut purifier le corps avec l'eau, et ça se retrouve dans toutes les régions, dans tous les pays. Donc, la notion de l'eau n'est pas étrangère au vaudou. Donc, si on va rentrer dans le vaudou, spécifiquement déjà, les 3 caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se retrouvent en Europe, en Asie, etc., on les retrouve déjà dans le vaudou de façon classique. Vous voulez vous purifier, vous pouvez purifier votre âme, vous voulez purifier votre corps, etc., on le retrouve dans le vaudou. Mais le vaudou apporte beaucoup plus de spécificité après. Donc nous allons rentrer dans les détails tout au long de la visite. Alors donc, première chose, je vais vous parler, qu'est-ce que le vaudou? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous êtes déjà venu au musée vaudou, je suppose, tout le monde. Quand je pousse. Pardon? Ah bon, j'invite tous ceux qui ne sont pas venus encore de venir. Parce que là, déjà, c'est une porte d'entrée qui vous permettra de comprendre un peu tout le phénomène. Mais nous allons définir brièvement ce qu'est le vaudou. Pour vous, le vaudou, il est quoi? C'est un peu interactif, ça permet de savoir qu'est-ce que vous pensez du vaudou, quelle est votre imagination, quel est votre imaginaire du vaudou. Quand vous entendez parler de vaudou, vous pensez à quoi? Oui, une poupée, oui. Des rites. Une religion, oui. Des croyances. Oui. Bon, les poupées vaudou, non. Non, ce qu'il faut dire, pour rentrer dans la définition du vaudou, en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette religion, parce que pour moi, c'est une religion à part entière. Il y a des codes, il y a tout un univers autour du vaudou, et quand vous rentrez dedans, vous comprenez. Donc, je vais vous donner la définition classique du vaudou, et tout au long de la visite, on va rentrer en profondeur. Donc, le vaudou, c'est quoi? Le vaudou s'écrit V-O-D-O-U en français. En français, on peut aussi écrire V-A-U-D-O-U. En anglais, ça s'écrit V-O-O-D-O-O. Mais dans la langue originelle, en Fongwe ou en Yoruba, qui sont des langues du Cru au Bénin, au Togo, au Ghana aussi, au Nigeria, le vaudou s'écrit V-O-D-O-U-N. V-O-D-O-U-N. La première partie, vaut, qui veut dire se mettre à l'aise, se purifier, se débarrasser de tout ce qui est mauvais. La deuxième partie qui veut dire don, D-O-U-N, qui veut dire puiser, extraire, aller chercher. Donc les deux notions font se mettre à l'aise pour aller puiser dans le monde invisible tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir dans le monde physique. Mettons-nous à l'aise, purifions-nous pour aller puiser dans notre monde tout ce dont nous avons besoin pour nous accomplir, pour être bien dans le monde physique. C'est juste la connexion entre le monde invisible et notre monde physique. C'est la définition classique d'une religion. Quand on a des problèmes, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman aussi, quand on a des problèmes dans le monde physique, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'arrive pas à s'en sortir dans le monde physique et que voilà, tout nous dépasse, on va à l'église des fois, on prie, on brûle une bougie, on demande à des entités supérieures qu'elles intercèdent pour nous dans le monde physique pour que nous puissions nous épanouir. Je suppose que certains l'ont déjà fait ici.
bon, au moins certains vont à l'église pour se marier. Bon. Donc, le but c'est que les esprits bénissent, enfin, les anges, etc., bénissent notre vie, etc. Donc, on fait toujours recours à une entité supérieure pour qu'il intercède pour nous dans le monde physique. Et c'est pareil pour les musulmans, c'est pareil pour les bouddhistes, etc. Pareil pour ceux qui pratiquent le vaudou. Mais la particularité du vaudou, c'est que on n'atteint pas la divinité directement sans passer par les ancêtres. Alors, les ancêtres, c'est qui? C'est nos parents qui sont restés avec nous et qui sont décédés, qui sont partis. Et ces ancêtres, on les garde toujours près de nous. C'est-à-dire que chaque fois que nous voulons faire des prières, des libations, etc., nous invoquons nos ancêtres. Et c'est pourquoi on dit dans le vaudou, nul n'atteint Dieu sans passer par ses ancêtres. Donc, chaque fois, on invoque les ancêtres, les parents qui sont décédés, nos aïeux, etc., pour qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu, pour que notre bonheur soit, que nous soyons épanouis dans le monde physique. C'est pourquoi on appelle le vaudou la religion des ancêtres. Tout tourne autour de nos ancêtres, tout tourne autour d'eux. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée sur le vaudou. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux répondre par rapport déjà à la notion de vaudou et on va continuer. C'est bon? Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de poupée. Tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est poupée, vaudou, etc., sort de Hollywood. Et voilà, quand les gens n'ont pas une bonne compréhension des choses, c'est toujours bien. Enfin, on explique les phénomènes selon notre compréhension des choses. Mais ceux qui sont dans le culte, ceux qui ont côtoyé le vaudou, vous diront que ça n'a rien à voir avec les poupées, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon introductive. Maintenant, nous allons continuer sur la notion de l'eau dans le vaudou. Alors, je disais tout à l'heure que l'eau, dans toutes les sociétés, revêt spirituellement de trois caractères. Le caractère purifiant, l'eau qui rajeunit, et l'eau qui permet de purifier, que ce soit le corps et l'âme aussi. Et l'eau permet l'innovation de l'âme. Quand on rentre dans le vaudou, on peut classifier la fonction de l'eau en, disons, sur 3 ou 4 thématiques. L'eau comme un objet qui permet de se connecter au monde invisible. On va revenir là-dessus. L'eau qui permet de donner la parole. Je vais développer ça. L'eau aussi a une fonction religieuse carrément. Je vais développer par la suite. L'eau peut aussi avoir une fonction politique dans le vaudou, à travers certaines sectes, etc., dont on va parler. Et l'eau peut avoir une fonction thérapeutique aussi. Donc, et une fonction pratique. Donc, toutes ces thématiques se retrouvent dans le vaudou. On ne les retrouve pas forcément dans d'autres religions, mais dans le vaudou, c'est beaucoup plus creusé, c'est beaucoup plus ancré. Donc, la première thématique dont je vais parler, la première fonction de l'eau, sera la fonction, l'eau qui donne la parole. Alors, quand on dit l'eau donne la parole, c'est une traduction de la langue locale fongwe. On dit c'est-à-dire que c'est l'eau qui donne la vie, mais l'eau qui donne la voix. Pourquoi on dit l'eau donne la voix? Je vais vous donner des exemples. Dans notre ethnie, dans mon ethnie, chez les Wemenu par exemple, il y a une cérémonie qui se pratique quand un enfant naît. Déjà, dans le subconscient, dans la définition même de l'humain, chez les Wemenu, c'est une ethnie du sud-est du Bénin, l'homme, nous tous, nous sommes issus de 2 êtres. On dit que l'homme est issu de la rencontre de 2 types d'eau. L'eau de l'homme et les sécrétions de la femme. Nous sommes des produits de 2 types d'eau. Et quand on creuse, quand un enfant naît, par exemple, le premier jour, l'une des femmes qui a assisté à la naissance de l'enfant, quand l'enfant sort, cette femme doit prendre de l'eau de source, la mettre dans sa bouche et
asperger cet enfant qui vient de naître. Il l'asperge sur sa tête. Le choc que l'eau fait sur la tête ou bien sur le corps de l'enfant, l'enfant crie. Quand cet enfant crie, on dit chez les Wéménou, par exemple, que l'enfant a eu sa première parole. La mère lui a donné la parole. Il est venu, il est resté dans l'eau, dans le ventre de sa maman, dans le placenta, si je ne me trompe pas. Donc, il a baigné dans l'eau, il sort de l'eau, mais on doit le remettre dans son élément eau et rajouter après ce qu'on appelle la parole. On lui donne la parole, il a crié pour la première fois, c'est sa parole. Ça. Donc, l'eau a cette fonction-là, enfin, c'est purement culturel, hein, et ça, tous les enfants qui sont nés dans cette région, en tout cas pas à l'hôpital, mais dans les maisons, etc., où les femmes continuent de faire accoucher certains enfants, on leur pratique cette cérémonie-là pour donner la voix justement aux enfants qui naissent. Deuxième chose, il y a aussi cette fonction, je disais que l'eau remplit aussi une fonction religieuse. De façon classique, toutes les cérémonies qui vous permettent de vous purifier, par exemple, vous avez des malheurs, vous avez des problèmes dans votre vie, on vous dira souvent d'aller vous laver. Aller se laver, ça ne veut pas dire aller à la douche se laver. Il faut aller à la source. Alors, il faut faire aussi très attention, il y a plusieurs types d'eau dans le vaudou. Quand je parle d'eau, vous voyez, nous sommes ici dans le Rhin. Le Rhin n'a pas la même portée, par exemple, que l'océan Atlantique, par exemple. Vous prenez l'eau de mer, vous ajoutez des feuilles d'hysope, par exemple, ça produit un effet spécifique. Vous prenez l'eau de source, ça produit un effet spécifique. Vous prenez l'eau de pluie, ça produit un effet spécifique. L'eau de rosée, exemple. L'eau de rosée est conseillée quand il y a des disputes dans les couples, par exemple. On appelle le couple à la patience. On appelle le couple à la tolérance. Vous imaginez recueillir une petite fiole d'eau de rosée, il faut avoir de la patience. Le but, c'est ça, c'est ce genre, l'eau de rosée joue ce rôle-là spécifiquement dans le vaudou. Ben, bon, c'est pas seulement l'eau, hein, il y a encore d'autres ingrédients, mais la base demeure l'eau de rosée. Donc, les types d'eau diffèrent ça dépend de l'effet qu'on veut donner vraiment à la situation du moment. Alors donc, je disais que si nous prenons par exemple aussi l'eau de mer, c'est aussi pour purifier. Surtout l'eau de mer permet justement de faire la connexion entre l'individu et sa divinité protectrice. Chez les Fons, chez les Awida ou bien chez les Quins, à Pomé par exemple, quand vous pratiquez la cérémonie qui vous permet de l'eau de mer par exemple, permet justement de vous connecter à l'entité Mamiwata ou l'entité Dan. Dan, c'est une divinité de la mer, une divinité de l'eau en général, qui vous donne la richesse. C'est le serpent, le dieu serpent. Alors, le serpent donne... Dans le vaudou, le serpent est un bon signe. Si vous rêvez... vous dormez, vous rêvez d'un serpent qui vous poursuit, c'est que demain, peut-être vous allez gagner de l'argent. Donc, c'est Dan qui donne. Et Mamiwatas est signe de fécondité et de richesse aussi. Donc, voilà des types d'eau que ça peut donner. Alors, je disais qu'il y a une fonction, l'eau qui donne la parole, l'eau qui donne aussi tout ce qui est religieux, je disais. Alors, quand on veut pratiquer, quand on veut connaître des signes, quand on veut consulter l'avenir, par exemple, sur ce qui peut se passer plus tard, il n'y a aucune cérémonie vaudou de toute façon sans eau. Je pense que ceux qui sont venus au Bénin avec Marc et avec Adeline, de l'eau on en a assez bu. Et vous ne pouvez pas rentrer dans un temple vaudou. Déjà, dans les villages, même dans les villes, quand vous rentrez chez quelqu'un, la première chose qu'on vous donne normalement, c'est de l'eau. On dit dans nos sociétés que l'eau n'a pas d'ennemi. L'eau, tout peut manquer à quelqu'un, mais la première chose, même
pour trancher des litiges, on dit on va boire de l'eau pour calmer tout le monde. Donc l'eau est, au-delà même de l'aspect physique, etc., on retrouve toujours cet aspect partage, tolérance, etc. Donc dans le vaudou, il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie possible sans eau. Donc, dans l'aspect religieux, on peut aussi parler de la relation de l'eau à la mort. Quand quelqu'un décède, et que, bon, on envoie par exemple le corps à la morgue, et on dit, bon, on va l'enterrer 3-4 jours plus tard, le jour où on ramène le corps, parce que chez nous, ce qui se passe, c'est que le corps, la personne décède, on l'envoie à la morgue, enfin, on s'occupe de son corps, et on le ramène à la maison une dernière fois. Dans sa maison, on le ramène une dernière fois. Quand il revient dans sa maison une dernière fois, il faut absolument lui donner de l'eau. Il faut verser de l'eau au sol pour que le mort, déjà, le mort soit bien accueilli. Parce que le bon accueil, c'est l'eau d'abord. Donc, quand le mort rentre chez lui, durant toutes les cérémonies qu'on va pratiquer, enfin, toutes les cérémonies qu'on va pratiquer, jeter les coris, essayer de se connecter à l'invisible, etc., il faut forcément partager de l'eau. Donc, l'eau aussi, dans le vaudou, on estime que pour qu'une société se porte bien, pour que normalement on serait au Bénin, qu'à Strasbourg, il doit avoir annuellement la cérémonie dédiée aux divinités de l'eau, par exemple, Mamuata, Dan, etc., pour que l'eau ne se fâche pas. Quand on dit l'eau se fâche, c'est quoi? C'est-à-dire que l'eau peut se fâcher, l'eau peut se raréfier, par exemple. Le cas des sécheresses qui durent longtemps, et on est obligé de faire des sacrifices sur des sacrifices sur des sacrifices pour appeler la pluie. L'eau peut se fâcher autrement, inondation. Il y a des inondations, et si nous ne faisons pas des sacrifices qu'il faut, ça peut être compliqué. Pareil aussi, bon, après, en Afrique, dans le vaudou, on voit par exemple les tsunamis d'un œil beaucoup plus spirituel. On dit que c'est les divinités de l'eau qui se sont fâchées. Et quand l'eau se fâche, rien ne peut la contenir, en fait. Donc voilà l'aspect, disons, religieux, l'aspect spirituel qu'on peut retrouver dans le vaudou. Nous avons aussi l'aspect, je peux parler aussi de l'aspect politique de l'eau. Alors, cet aspect politique se retrouve à travers il y a des sectes qui sont spécifiques qu'on retrouve dans le vaudou. Quand vous prenez au Nigeria, il y a une secte qu'on appelle les Ogboni. C'est une secte qui est frontalière Bénin-Nigeria, c'est un pays Yoruba. Eux, ils se réclament des descendants de l'eau. C'est-à-dire que c'est des peuples autochtones de cours d'eau, etc., des pêcheurs, qui disent que leur ancêtre vient de l'eau. Et ces sectes-là, cette ethnie surtout, qui s'est constituée quasiment en secte, a une spécificité. Eux, vous ne pouvez pas venir, même le pays, le Nigeria par exemple, ne peut pas venir pêcher dans les eaux sur lesquelles eux, leur ancêtre vient, sans réclamer, sans demander une permission. Cela a généré beaucoup de conflits entre-temps. Je pense que la région du Delta, où on arrivait à extraire du pétrole, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix parce que tout simplement, il y a ce lobby politique de ces régions-là qui détient le droit sur la terre et sur l'eau. Et ces ethnies arrivent carrément à se positionner et à gérer même les conflits entre les États. Vous êtes obligé de faire avec eux parce que pour eux, l'eau leur appartient. L'eau, c'est leur ancêtre. L'eau, c'est leur vie. L'eau n'appartient pas à l'État. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et pareil que vous prenez chez les Wemenu. Les Wemenu, c'est dont je suis un fils. En fait, c'est une ethnie qui a fui la guerre, qui est allée se réfugier sur l'eau. Les Wemenu, les Toffins, je ne sais pas si vous avez entendu parler une fois de Ganvier. Ganvier, c'est un village lacustre, on l'appelle le Venise africain. C'est toute une population qui s'est établie sur l'eau. Pour ces populations, l'eau, c'est leur vie. Vous ne pouvez pas venir là et faire quoi que ce soit sans leur permission. Ils ont un lobby
super puissant, l'État intervient, mais l'État n'intervient pas dans la gestion directe des conflits, par exemple. Il y a des chefs de clan, il y a des chefs de villages, etc., qui s'organisent pour arriver à gérer les conflits, que ce soit sociaux, politiques, etc. D'où on estime que l'eau a une puissance politique dans nos pays et surtout dans le vaudou. Le dernier aspect, l'un des derniers aspects dont je vais parler aussi, c'est la fonction pratique de l'eau. Alors la fonction pratique de l'eau, pourquoi? Parce que déjà, sans eau, on ne peut pas vivre. Et ça dépend, on ne peut pas vivre, premièrement, sans eau, on ne peut pas pratiquer les activités champêtres sans l'eau. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a des soucis, quand il y a une sécheresse qui s'annonce, les grands prêtres des villages se réunissent et consultent l'oracle, demandent ce qui se passe et s'il y a des sacrifices, des libations, etc. à faire, on les fait. Alors, j'utilise des termes qui ne sont pas communs, par exemple, je parle de libation. La libation, c'est quoi? C'est le fait de faire des offrandes à une entité qui règne dans les eaux, par exemple. Quand vous allez dans la région de Grand Popo ou bien Agoué, c'est au sud du Bénin, dans la région du Koufo, il y a des cérémonies qu'on dédie à la divinité des eaux. Et cette cérémonie, on a actuellement une exposition sur les bateaux, sur les barques, actuellement au musée. On peut nourrir l'entité de l'eau avec des offrandes, des sucreries, plein de choses, la nourriture qu'on offre à la divinité de l'eau. Et on les met, on met ces nourritures, etc., on les met dans une barque qu'on fait glisser sur l'eau. Si, au bout de quelques temps, la barque disparaît, ça veut dire que l'entité, la divinité de l'eau a accepté notre offrande. Le calme va revenir au village, il n'y aura pas de problème. Mais il arrive que la barque soit rejetée. Quand l'eau rejette la barque, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des moments où il n'y a pas de poisson dans l'eau. On dit on pêche, on n'arrive pas à avoir de poisson, qu'est-ce qui ne va pas, etc. C'est là qu'on va consulter, on se rend compte que la nourriture qu'on a donnée peut-être à la divinité qui règne sur l'eau, la nourriture n'a pas été acceptée. Donc on refait encore des sacrifices, on demande, on redemande, etc. pour que cette barque disparaisse, qu'elle soit accueillie par la divinité, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une libation. Si nous prenons la notion de sacrifice aussi, le sacrifice, quand on sacrifie quelque chose, c'est qu'il y a immolation. Immolation, on sacrifie un animal. Bon, désolé pour ceux qui défendent les animaux, mais dans le vaudou, il faudrait que l'animal se vide pour sauver quelqu'un. Donc forcément, on immole du poulet, des bœufs ou du mouton, par exemple. Alors donc, on fait ce sacrifice. Quand on fait ce sacrifice pour l'entité de l'eau, ça permet justement de calmer les entités qui sont dans l'eau. Ça permet aussi aux gens de pouvoir effectuer des voyages en paix sur l'eau. Et régulièrement, ces sacrifices, on les fait. Alors, il y a, après le sacrifice, j'ai parlé de libation. Je vais parler aussi d'un autre concept qui tourne autour de l'eau. Je vais parler de comment, je cherche le mot en français, ça va venir. Quand on parle d'élévation de l'âme, quand on parle d'élévation de l'âme, il y a une ou bien de guérison classique. Il y a une ethnie au sud de Porto Novo qu'on appelle les Toris. Les Toris ont une thérapie qui est connue, qui est très connue au Bénin. Et quand vous êtes malade, souvent quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital et on ne trouve pas la solution, on vous envoie chez les Toris, au sud de Porto, enfin c'est à Porto Novo. On vous envoie chez les Toris et les Toris ont une méthode de guérison qui est spéciale. Quand vous venez, on vous envoie, enfin le prêtre
essaye de consulter l'oracle et demande où est-ce qu'on peut envoyer votre maladie. Dans quel cours d'eau l'eau est réceptacle de tout ce qui est mauvais. L'eau peut purifier, mais l'eau peut être réceptacle de tout ce qui est mauvais. Donc le premier diagnostic que le prêtre vaudou fait, c'est de savoir où est-ce que cette entité, parce qu'une maladie correspond à une entité qui vous dérange, où est-ce qu'on peut enlever cette entité et l'envoyer. Dès qu'on découvre, dès qu'on arrive à, l'oracle arrive à définir quel est le cours d'eau dans lequel, peut-être c'est dans le Rhin, je ne sais pas, on vous envoie vers le Rhin. On cherche dans le secteur peut-être une forêt sacrée, etc. Et on envoie le malade là-bas. Quand on envoie le malade, il y a le thérapeute, il y a tout un groupe de musique. Où, dans la forêt, on vous joue de la musique, on appelle les entités de l'eau, etc. Et lors de cette cérémonie, on demande au malade, déjà la première chose, c'est de confesser ses péchés. Le malade, on lui demande de parler, de dire peut-être tout ce qu'il a fait de mauvais, et puis il le dit. On lui demande ensuite de dire clairement qu'il veut être guéri. Et il doit le dire du fond de son cœur. Il dit qu'il veut être guéri. Et cette cérémonie, tout au long, on lui répète chaque fois. Il doit répéter chaque fois que je veux être guéri, je suis guéri, je veux être guéri, etc. etc. Et quand, à un moment donné, il tombe en transe, quand il tombe en transe, on estime, le prêtre estime qu'à ce moment-là, il peut chercher ce mauvais, cet esprit qui dérange cette personne-là. Il prend cet esprit, tout ça c'est psychologique, c'est spirituel, c'est pas... Pour le faire, il faut de la plante, il faut de la musique, beaucoup de musique. Beaucoup. Et dans cette thérapie, la musique est super présente. Et voilà, les Toris, c'est la région où les pépitards sont, à Adjara. Et c'est une région qui regorge tellement de... Il y a tellement de musique que les gens, à un moment donné, ils rentrent en transe. On estime que le prêtre a réussi à extraire cette maladie et l'envoie vers le cours d'eau qui est proche, qui est prêt à accepter le mauvais esprit qu'on a décelé. Alors l'eau, justement, comme je le disais, l'eau se revêt vraiment de cet aspect de lavage spirituel, de décharge des individus. Au Bénin, par exemple, chez certaines ethnies, par exemple, quand vous êtes malade, vous voulez vous faire opérer, par exemple, on vous demandera d'aller vous purifier. Alors, la purification, c'est quoi? C'est le fait d'enlever toutes les souillures de la vie antérieure, en quelque sorte. Et vous devez vous laver, vous devez être pur avant de rentrer à l'hôpital. On estime que quand vous êtes pur, vous êtes spirituellement pur, l'opération va bien se passer. Et souvent, c'est quand le médecin finit l'opération, il y a des ethnies où les gens viennent avec un torchon, ils viennent laver encore la personne qui vient d'être opérée, dans l'espoir qu'ils vont faire partir toutes les souillures. Peut-être le médecin a des décharges négatives, etc., qu'il faut faire partir. Et ça, c'est connu dans nos hôpitaux, etc. Donc voilà, de façon ramassée, les fonctions qu'on peut retrouver dans le vaudou, que ce soit purificatrice, élévation de l'âme, purification du corps, purification de l'âme aussi. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez quelques questions par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Vous avez parlé du coup qu'il y avait une communauté qui avait un type de droit de la mer au final qui n'était pas assujetti aux règles de l'État et qui avait leurs propres règles. Comment ça se passe du coup? C'est conflictuel ou ça se passe plutôt bien? En fait, ça peut arriver que ça soit conflictuel. La question qu'elle pose, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est-à-dire qu'elle demande si les peuples, par exemple, les peuples Yoruba qui sont dans le delta du Niger,
de la région du Delta, est-ce que ces peuples ont spécifiquement le droit de la mer? C'est bien ça. Et que ça génère, effectivement, ça génère des conflits entre l'État central et ces peuples-là. Parce que ces peuples demandent justement, parce qu'ils ont dit, avant qu'il y ait l'État, il y avait quelqu'un, il y avait leurs ancêtres. Et que toute extraction de pétrole qui va se faire sur leur terre, même sur la terre de leurs ancêtres, une partie de cette extraction doit leur revenir directement. Vous comprenez? Et ça, politiquement, ça ne passe pas. Par exemple, au Nigeria, depuis des années, ça continue. Au Bénin, par exemple, c'est beaucoup plus négocié. Au Bénin, l'État négocie avec les chefs de clans, les chefs de culte, puisque c'est connu, et l'État négocie avec eux, et puis ça se passe beaucoup plus dans la paix au Bénin qu'au Nigeria, par exemple. Au Nigeria, je sais que les Ogoni, il y a une partie qui sont carrément armés. Et je pense que les Ogoni font partie de ceux qui enlevaient des expatriés à l'époque, qui allaient travailler pour Total ou Shell au Nigeria. Carrément, pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est très compliqué. Parce qu'ils réclament, ils se disent que c'est leur mère. Quoi que vous fassiez, vous devrez leur rétribuer une grande partie, quasiment tout doit leur appartenir en fait. Donc voilà, c'est pourquoi j'évoquais cet aspect politique, justement, J'aimerais bien, parce que ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe en Amazonie avec les peuples qui défendent du coup la forêt. Mais là, vous venez de dire qu'ils demandent à recevoir une partie des ressources. Donc, par exemple, s'il y a de l'extraction pétrolière, on n'est plus dans un côté défense de l'eau, mais plutôt d'en bénéficier aussi. Est-ce qu'il y a l'adhésion de la population en se disant, en fait, ils ont raison de protéger ces cours d'eau parce qu'il faut les protéger, ou s'il y a quand même un côté un peu lucratif, ça nous appartient avant tout le monde. Enfin voilà, c'est juste pour préciser s'il y a un côté plus protection de l'environnement ou... Côté protection de l'environnement au Nigeria, c'est compliqué. C'est très compliqué. Le Nigeria, enfin, c'est un pays, pour ceux qui connaissent un peu, beaucoup de business. C'est-à-dire qu'ils voient tout et les Ogoni sont excessivement riches. Hein. C'est une secte où les gens sont extrêmement riches. Il y a des gens qui détiennent des puits de pétrole, etc. Mais la région demeure pauvre en fait. Eux, voilà, les têtes de ponte réclament quelque chose, mais le côté écologique, c'est qu'à un moment donné, Total déversait comment ça s'appelle, du pétrole qui était, enfin, l'eau était polluée en fait. L'eau pour des extractions, etc. Les gens mettaient ça devant pour faire leur combat, mais au fond, le but derrière, bon, c'est politiquement les gens cherchent des postes aussi. Voilà, ce n'est pas des raisons purement écologiques en fait. Donc, en tout cas, de ce qu'on sait jusqu'à présent, si les conflits vont jusqu'à des niveaux armés, etc., c'est que ce n'est pas purement écologique et tout. C'est pas d'autres. Je me permets juste de rebondir, ça me fait penser, on était aussi à Gambier, donc j'ai découvert qu'à Gambier, il n'y a que les hommes qui peuvent pêcher et les femmes vendent le poisson. Donc c'est plutôt expliqué de manière culturelle, spirituelle, mais comme effet, ça a de protéger la ressource et de garder les poissons en nombre. Nous, derrière, on va se dire que c'est écologique, entre guillemets, mais le but, c'était pas ça de base, mais ça protège la ressource quand même. Le cas de Gambier, en fait, il faut totalement différencier quand vous prenez le Nigeria, c'est pas le Bénin. On peut retrouver les mêmes peuples de chaque côté. Les Yoruba, on les retrouve au Nigeria, on les retrouve au Bénin. Mais la manière dont ça se passe au Bénin n'est pas du tout la même chose que le Nigeria, par exemple. C'est-à-dire que au Bénin, culturellement, c'est pas la même chose. Donc ce qu'elle vient d'expliquer, c'est vrai. C'est-à-dire que les hommes pêchent, les hommes protègent, font les akajas, etc., protègent tout l'écosystème. Et voilà, chacun a sa place. Mais au Nigeria, c'est pas du tout la même chose. Avant tout, il y a beaucoup de business avant tout. Alors,
Alors, si on a beaucoup parlé de l'eau, je voulais savoir s'il y avait peut-être d'autres éléments très importants dans le vaudou, peut-être la terre, l'air et autre chose. Alors, c'est pas le sujet de la soirée, mais si on peut faire une petite présentation éventuellement des autres éléments. Merci. J'avais oublié de dire que chez les Wemenu, il y a deux types de purification. La purification par l'eau et la purification par le feu. Donc, l'eau d'abord, après il y a le feu. Donc, les quatre éléments dans le vaudou, enfin, c'est les quatre éléments qui sont connus de l'univers, hein, que ce soit l'air, le feu, la terre et l'eau. C'est les quatre éléments, c'est à partir de ces quatre éléments qu'on constitue tout ce qu'il y a dans le vaudou. Et quand un enfant naît, normalement, quand vous naissez, vous devrez connaître de quel élément vous êtes. L'horoscope vaudou est beaucoup plus spécifique. Vous devez savoir de quel élément vous êtes. Si vous êtes de l'élément R, voilà, vous êtes. On vous dira par exemple de faire attention, de ne pas vous marier à quelqu'un d'un élément feu, par exemple. R plus feu, ça peut. Donc, c'est lors d'une cérémonie qu'on appelle souvent le Giotto. Le Giotto dans le vaudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est revenu. Dans le vaudou, on croit à la réincarnation, en fait. Donc, à un moment donné, quand vous naissez, on demande qui est cette personne qui est revenue, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur la terre et quelle est sa mission vraiment sur terre. Et c'est lors de cette cérémonie-là qu'on arrive à savoir de quel élément vous êtes, si vous êtes de l'élément O, l'élément R, etc., quelles sont vos caractéristiques, etc., quels sont vos totems, quels sont vos interdits aussi. On vous remet en quelque sorte la carte, enfin, votre horoscope à la naissance, quoi. Donc voilà. Donc, Tu pourrais peut-être préciser Sakpata ah ok, d'accord. En fait, chaque entité, chaque élément est gouverné par une entité. Quand vous êtes de l'élément terre, par exemple, c'est Sapata. Sapata, c'est la divinité de la terre. Nous sommes tous issus de Sapata. Nous partirons chez Sapata. Quand on va mourir, on nous enterrera dans la terre. Donc, quand vous êtes de l'élément terre, par exemple, toutes les cérémonies, enfin, pas toutes les cérémonies, souvent vous devrez faire des offrandes à la divinité Sapata pour être en paix, en harmonie avec l'élément qui vous incarne. Si vous êtes de l'élément, par exemple, la terre aussi, il y a le Ogu. Ogu, c'est l'élément, le dieu du fer. Le dieu de. Normalement, avant de monter dans ce bateau, on devrait faire le sacrifice à la divinité Ogu. Ogu, c'est le dieu du fer, le dieu du mécanisme, le dieu de l'avion, le dieu de tout ce qui est bateau, tout ce qui est fer, quoi, tout ce qui peut exploser en route pour éviter que ça n'arrive. On fait des sacrifices pour cette divinité. Pareil pour Mamiwata. Mamiwata qui est l'entité qui règne sur l'eau. Mamiwata, c'est la divinité qui, si vous avez des problèmes de fertilité par exemple, vous avez des problèmes de fécondité, etc., c'est Mamiwata qu'on consulte d'abord. On consulte Mamiwata et on demande qu'est-ce qui se passe. La divinité de la fécondité, c'est ce qui est symbolisé, Mamiwata, je ne sais pas si vous connaissez la sirène. La sirène qui symbolise une queue de poisson avec une belle femme et tout. Mais c'est la divinité de l'eau. Mamiwata, on le retrouve chez les Cubains ou bien les Brésiliens, on l'appelle Yemaya. Donc c'est un culte vraiment dédié à cette entité qu'on retrouve, que ce soit à Cuba, au Brésil, à Haïti aussi. N'oublions pas aussi que le vaudou dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le vaudou purement africain. Tous les développements que j'ai faits tournent autour du vaudou africain. Si nous voulons rentrer maintenant dans les détails, il y a un autre type de vaudou, qui est le vaudou haïtien. Parce qu'entre-temps, les Africains
ont été déportés, sont partis avec leur culture, leur manière de voir, leur manière d'appréhender le monde. Et il y a un nouveau type de vaudou qu'on retrouve justement de l'autre côté. Donc, le vaudou africain, il faut le séparer, si je peux le dire. C'est pas la même chose que le vaudou de Cuba, etc. Peut-être on retrouve des similitudes, mais ce n'est pas intrinsèquement la même chose. La base est toujours restée africaine. Et c'est ce que nous faisons au musée. Au musée, nous n'avons que des objets, quasiment des objets vaudou africains. Ce qui fait d'ailleurs du musée vaudou le plus grand musée vaudou au monde d'objets africains. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. D'un point de vue général, comment le vaudou fait pour résister à la modernité? C'est une très belle question. En fait, la question, monsieur demande comment le vaudou fait pour résister à la modernité. Alors, ce qui est intéressant dans le vaudou, c'est que effectivement, il y a eu beaucoup d'imbrications de religions révélées, d'églises. Les Américains sont venus avec le pasteur. Les prêtres étaient là. Et voilà. Mais ce qui se passe, c'est que le vaudou est intrinsèquement lié à la vie des gens dans ces régions-là. Que ça, vous allez au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria. Le vaudou fait partie de la vie des gens. Nos noms de famille sont inspirés de faits vaudou. Même les repas sont vaudou. Les instruments de musique qu'on joue dans les églises, c'est des instruments qu'on sort des temples vaudou. Donc, quel que soit le discours qui se passe, effectivement, le vaudou perd de sa puissance un peu, mais aujourd'hui, le vaudou revient en force dans nos pays. Je parle du Bénin. Il y a beaucoup d'écrits qui se font aujourd'hui. Les gens commencent à se reconnecter à leur origine, à leur histoire, surtout. Et ce qui fait que, avant, au Bénin, ça faisait honte de dire que je pratique le vaudou. C'est une honte. Les gens avaient peur de dire oui, je suis pratiquant du vaudou parce que c'était péjoratif. Mais aujourd'hui, le matin, tout le monde va à l'église pour faire beau. Mais la nuit, tout le monde est chez le prêtre vaudou. Parce que c'est le vaudou qui répond à nos questions du moment. Voilà, j'ai une phrase que j'aime dire aux gens. Chez nous, on dit que Jésus revient, mais en attendant, on fait quoi? Donc, en attendant, le prêtre vaudou, il est là, il s'occupe de nous. Parce que le prêtre vaudou, ce qu'il faut retenir aussi, le babala ou le bokono, etc., comme on l'appelle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se connecte à l'invisible, etc. Non. Le prêtre vaudou est souvent tradithérapeute. Il connaît les plantes. Il sait si vous avez des problèmes de maux de ventre, etc. Vous n'avez pas le temps. Même en Europe, ici, il y a des déserts médicaux. Donc, vous imaginez un peu. Donc, la personne a même de vous apporter des questions, des réponses solides à votre santé ou à vos questionnements. C'est le prêtre, c'est le vaudou. On vous amène chez lui, vous allez à l'église, mais vous voulez mourir, vous faites quoi? Il vous donne la potion, vous guérissez. Donc, justement, on est arrivé au point où on se dit que cette religion, cette manière de penser, cette manière de vivre ne disparaîtra jamais. Et aujourd'hui, la volonté politique, même au Bénin aujourd'hui, veut mettre tellement en avant le vaudou. Voilà, donc, entre-temps, on a perdu de la valeur, mais aujourd'hui, ça revient beaucoup plus parce que les gens se rendent compte que c'est une richesse. Et leur identité intrinsèque est liée à cette culture-là, à cette religion-là. Donc, pour moi, le vaudou ne disparaîtra jamais. La modernité viendra, on portera tous les costumes le matin, mais le soir, on sera torse nu, on fera ce qu'on a à faire. Mais tu peux dire aussi qu'il s'adapte, tu sais, le vaudou, il s'adapte. Ah oui, ma collègue a souligné, le vaudou s'adapte.
pour le football, vous pouvez faire du gambada pour gagner des matchs. Enfin, le vaudou s'adapte aujourd'hui, que ce soit dans tous les secteurs d'activité. Il y a des choses, il y a des pratiques qu'on fait pour maintenir l'équilibre dans le monde moderne dans lequel nous sommes. Je disais tout à l'heure que, voilà, avant de venir, par exemple, de revenir en France, on était tous au Bénin. Moi, je suis allé faire mon sacrifice pour la divinité au bout, qui s'occupe des avions, des bateaux, etc., pour que je voyage bien. Donc, toujours est-il que chaque fois, tous les actes que nous accomplissons au Bénin, en tout cas dans notre pays, sont forcément liés au vaudou parce que, comme je l'ai dit, nous avons nos noms, nous avons nos noms de famille, nous avons nos maisons familiales. C'est ce que Gérard Bassadé fait. Nos maisons familiales, c'est la maison qui a vu naître le premier générateur de notre famille. Et c'est là que est implanté, par exemple, l'égrégore, le vaudou de la famille. Et chaque fois, vous êtes obligé de vous connecter, d'aller voir vos cousins, d'aller voir votre famille, etc., sur cette maison familiale et pour perpétuer la tradition. Donc, forcément, cette culture, elle est vivace et elle continue de vivre et on espère, bon, nous on est convaincus, nous qui sommes dedans, on est convaincus que malgré la modernité, le vaudou va s'adapter. Peut-être que bientôt on va trouver des couvents vaudou à Strasbourg, qui sait. Donc, Comment on fait pour savoir son signe astrologique comment on fait pour savoir son signe astrologique vaudou? Alors, c'est simple. La première chose, on le fait à la naissance normalement. Maintenant, ce n'est pas à 25 ans, 30 ans qu'on allume RMC et on découvre qu'on est. C'est à la naissance qu'on vous donne votre itinéraire de vie. Maintenant, vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Dans le vaudou, ce qui est bien, c'est une religion purement très pragmatique. Il y a toujours une solution. En fait, la vie, c'est pas une fatalité, au fait. On ne va pas vous dire, écoute, oui, demain tu vas mourir, c'est fini. Non, tu vas mourir, mais si on fait tel sacrifice, ça peut aller. Toujours. Donc, du coup, s'agissant de l'horoscope, c'est jamais trop tard. Vous allez chez un prêtre, un bokono, qui consulte l'oracle, etc. Et qui rentre vraiment. Il y a des bokonos qui sont spécialisés, ils peuvent définir, ils peuvent retrouver ce que vous avez été. Je parlais de réincarnation. On peut arriver à déceler ce que vous avez été. Et à partir de là, on vous dit voilà, ce que vous faites là, c'est pas un hasard. Par exemple, votre métier, par exemple, c'est de sauver, par exemple, des gens, sapeurs-pompiers, etc., etc. Vous vous éclatez dedans. Il y a des gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas. Et quand vous savez que voilà, de votre passé et votre présence, c'est le métier qui vous correspond, on ne vous dira pas vous serez sapeur-pompier, on vous dira que vous allez sauver des gens, infirmiers, ou voilà, ça vous permet de. On ne vous enferme pas dans une case, justement. Donc voilà, donc c'est pour définir, pour retrouver son horoscope, il faut aller voir un prêtre vaudou qui consulte et tout, et puis vous donne votre totem, tout ce qu'il vous faut, etc. Donc, je suppose que nous sommes arrivés. J'espère que vous avez appris des petits trucs ce soir, que nous espérons vous retrouver au musée pour la suite.